Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous hebdomadaire Informatique News Hebdo chaque vendredi. Et donc ce vendredi 19 mars, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi, comme chaque semaine, Guy Hervier, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonsoir. Alors Guy, l'événement non pas de la semaine mais du jour, c'est l'arrivée de la 5G à Paris. On sait qu'elle était techniquement prête, c'était juste une décision politique. Donc là, ça y est, au niveau des opérateurs, c'est ce matin qu'on peut disposer de la 5G sur les smartphones compatibles. C'est exactement ça. On l'attendait depuis un moment. Donc déjà, la France n'était pas particulièrement en avance par rapport à d'autres pays européens en particulier. Et Paris avait pris encore un petit peu plus de retard. C'est un peu sous la pression d'élus et donc qui avait nécessité la mise en place d'une charte, d'ailleurs avec un objectif louable puisque c'était pour obliger les marchands de terminaux de reprendre les anciens, puisque je crois qu'aujourd'hui, il y a 25% des smartphones qui sont vendus spécifiquement pour la 5G. Donc on voit bien que les choses avancent assez rapidement et que finalement ce sont les utilisateurs qui vont plus vite que la technologie. Donc c'est le lancement aujourd'hui de la 5G sur Paris. Les 4 opérateurs sont prêts. Le patron de SFR a dit qu'il couvrait à peu près 80% pas de la surface parisienne, mais des Parisiens. Donc, je pense que, étant donné la densité de Paris, la couverture totale est à prévoir très rapidement. Alors, aujourd'hui, on annonce 80 points de diffusion. Pourquoi 80 ? Tout simplement parce qu'en fait, la commission de validation, qui est une entité spécifique à Paris, valide par paquet de 40. Donc, a priori, elle a validé deux paquets. Donc, Paris, ça y est entré dans la modernité, si on peut dire. Il y a encore des villes qui font de la résistance, qui sont encore plus en retard que Paris, Lille en particulier, vraisemblablement pour des motifs à peu près similaires. Il y a des villes qui sont en train de basculer, un peu comme Paris, donc il y a Nantes. Donc petit à petit, on va arriver à une couverture, je dirais, du territoire, évidemment, comme on l'avait connu pour la 4G, comme on l'avait connu pour la 3G, avec des zones d'ombre et puis des zones blanches, où malheureusement la 5G n'arrivera pas de sitôt. Mais enfin, ça, c'est un phénomène qu'on connaît depuis un certain temps. Donc, la 5G est présente à Paris. Très bien dit. Alors, pour le coup, on change complètement d'univers. On parle d'Oracle et Java avec la nouvelle version, la 16, si je ne me trompe pas, qui maintenant arrive sur nos ordinateurs, enfin, sur les ordinateurs des développeurs. Qu'est-ce qu'elle a de beau, cette nouvelle version, Guy ? Alors, je vous rassure, elle arrivera pas sur le mien puisque ça vous a pas échappé. Je ne suis pas un développeur Java. Donc, comme vous le disiez, c'est la version 16. C'est Oracle qui l'annonce. Maintenant, un rythme à peu près semestriel. La version 15 avait été annoncée en septembre dernier. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau ? Je vous dirais franchement, je serais assez incapable de vous exprimer en détail, mais en fait, c'est la continuation de ce qui est à la fois. Il faut rappeler que Java est un langage de programmation, et puis c'est une plateforme de développement. Donc c'est vraiment les deux choses. Et donc c'est le JDK 16 qui est également disponible. Donc c'est ces deux entités qu'il faut prendre en compte. Ce qui est important à mentionner, c'est que Java aujourd'hui est encore, je dirais, dans les différentes enquêtes qui sont proposées, c'est toujours dans le top 3 des langages de programmation en termes d'utilisation, et on évalue à peu près à 8 millions de développeurs Java dans le monde. Donc vous voyez que finalement ça impacte, l'arrivée de cette nouvelle version impacte un certain nombre de choses, donc enfin un nombre important de personnes. Et donc on va pas refaire l'histoire complète de Java, mais enfin il faut juste rappeler que ça a été annoncé en
1995, à l'époque par Sun Microsystems, qui a été racheté par Oracle en 2009. Et pendant un moment, on savait pas très bien ce qu'Oracle allait faire de ce langage. Et puis finalement, elle a pris je dirais le cours de développement normal pour arriver aujourd'hui à un développement semestriel, ce qui est d'ailleurs le cas, je dirais, désormais à la fois pour ce genre d'outils, mais aussi, on va le voir avec l'annonce de ServiceNow, pour tout ce qui est logiciel en mode SaaS, il y a toujours les annonces biannuelles, donc deux fois par an de révision. Donc c'est un rythme auquel on s'est habitué désormais. Très bien Guy, alors on reste chez les éditeurs et on parle de ServiceNow qui aujourd'hui se lance sur le marché des outils low-code en ajoutant un add-on si l'on peut dire à son offre. C'est ça, donc c'est là, comme on le disait, c'est la version de printemps qui s'appelle Québec, qui succède à la version d'automne dernier qui s'appelait Paris. Donc, comme vous le disiez, elle apporte des améliorations dans le développement des workflows et l'utilisation de langages low-code. Donc, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, les langages no-code et no-code et low-code. En gros, ce sont des langages, comme leur nom l'indique, qui permettent à des gens qui sont pas spécialement compétents dans les langages de programmation de commencer à développer des petits programmes. Et donc, cette nouvelle version, elle intègre deux nouveautés, alors qui s'appellent App Engine Studio et App Engine Template. Donc App Engine Studio, c'est précisément, je dirais, l'environnement de programmation sans code ou low code, donc qui permet à tout un chacun dans l'entreprise de développer ses workflows. Et puis les templates, donc c'est un peu comme dans tous les autres domaines où on vous propose, je dirais, des entités prêtes à l'emploi, c'est-à-dire des workflows prêts à l'emploi qu'on peut après adapter, enrichir, développer comme on le souhaite. Donc ça fait suite à des acquisitions qu'avait fait ServiceNow il y a maintenant 1 an, en particulier la société Loom System, et donc c'était Loom System, c'était la supervision automatisée et en continu des logs, et donc c'est désormais intégré à ServiceNow. Alors ServiceNow au départ c'était de l'ITSM pur, du service management de l'IT, et donc elle a étendu son spectre pour couvrir, je dirais, des workflows qui dépassent largement le domaine spécifique de l'IT. Donc ça peut être dans le domaine des ressources humaines, ça peut être dans le domaine commercial. Donc dans le domaine des ressources humaines, par exemple, c'est le workflow d'un nouveau salarié, donc ce qu'on appelle en bon français le onboarding. Donc c'est à partir du moment où il entre dans l'entreprise et en suit son cycle de vie. De la même manière, dans le domaines commerciaux, c'est la gestion d'une commande. Et donc, ServiceNow étend le spectre de ces applications en élargissant assez largement au-delà de l'IT. Donc, c'est à la fois une évolution fonctionnelle et puis c'est une évolution de son périmètre d'application. Donc, c'est, je dirais, quelque chose d'assez important et significatif pour ServiceNow. Alors Guy, autre sujet, celui du cloud, avec une étude qui est assez intéressante parce qu'elle montre que pour la première fois, alors je ne sais pas si c'est pour la première fois, en tout cas, il me semble, les montants dépassés dans le domaine du cloud ont dépassé les montants investis en matière de data center, pour dire les choses un peu rapidement. C'est tout à fait ça. Donc c'est le cabinet de consulting Synergy Research, qui est spécialisé dans précisément tout ce qui concerne le cloud, les applications SaaS, et qui donc a sorti ces chiffres pour l'année 2020, et comme vous le disiez, qui montre que pour la première fois, les dépenses en infrastructure pour le cloud ont largement dépassé celles qui ont été faites pour les data centers des entreprises. On est dans un rapport
pour les donner des ordres de grandeur, on est à 130 milliards pour l'un et 90 milliards pour l'autre de dollars. Donc vous voyez bien que maintenant l'écart est significatif. En 2019, on était arrivé quasiment à égalité entre les deux, mais là on voit bien que comme les dépenses en infrastructure cloud évoluent au rythme de 30-40% par an et que les dépenses dans les data centers sont quasiment stagnantes, on voit bien que l'écart donc est aujourd'hui significatif et va se creuser dans les années à venir. Ça c'est clair. Et donc le patron l'analyste qui a publié les chiffres donnait une indication qui est quand même assez intéressante et qui montre bien aujourd'hui je dirais l'impact du cloud dans la vie des entreprises et des DSI en particulier. 60% des serveurs sont vendus aujourd'hui pour les opérateurs de services cloud. Donc vous voyez que c'est maintenant devenu un fait majoritaire et qui va avoir tendance à évoluer de manière importante dans les années à venir. Alors est-ce qu'on va difficile à dire ce qui se passera dans 10 ans, 20 ans, est-ce que les data centers auront été définitivement j'irais rayés de la carte un peu à l'époque, vous vous souvenez pas, mais on sait que au tout début de l'électricité, les entreprises industrielles fabriquaient leur propre électricité, avaient leur centrale dans leur mur, et puis au fur et à mesure, il y a eu, je dirais, des fournisseurs d'énergie qui sont spécialisés là-dedans, et bien entendu, les entreprises n'ont pas continué à fabriquer leur propre électricité. Donc, évidemment, la comparaison est un petit peu délicate parce que comparer l'électricité à des données, c'est évidemment pas possible parce que les données, c'est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, la tendance est là et elle va certainement continuer à aller dans cette direction. Très bien dit. Alors, autre sujet pour conclure ce passage en revue de l'actualité de la semaine, c'est du côté juridique avec Doctolib, dont le Conseil d'État a confirmé l'autorisation à travailler sur la prise de rendez-vous pour cette opération de vaccination, même si elle a été mise en pause et reprend finalement aujourd'hui. En tout cas, Doctolib peut continuer à opérer sur ce secteur. C'est ça. Donc, peut continuer son partenariat avec le gouvernement français finalement. Donc, en fait, la genèse de l'histoire, c'est l'association Interhop. Hop avec HOP, c'est une association de promotion du logiciel libre, et donc a saisi le Conseil d'État au motif que Doctolib hébergeait ses données sur des opérateurs de cloud américains. Donc vous voyez que finalement c'est intéressant parce que c'est un cas qui va être amené certainement à se reproduire de manière assez récurrente. Donc le Conseil d'État a donc stipulé que Doctolib pouvait continuer son partenariat avec l'État. Donc, soit dit en passant, Doctolib, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, évidemment, avec les campagnes de vaccination. Soit dit en passant, si Doctolib n'avait pas été là, je ne sais pas très bien comment on aurait pu organiser cette première phase de vaccination dans les centres de vaccination. Là, maintenant, on est passé à la deuxième phase qui s'est enrichie avec les médecins et les pharmaciens, mais dans la première phase, Doctolib était un outil absolument indispensable. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 2013, une entreprise franco-allemande. Donc, c'est quand même étonnant c'est encore une start-up presque. Et donc, la campagne de vaccination est reposée sur les développements qui ont été faits par une start-up. Enfin, fermons la parenthèse. Donc, en fait, le Conseil d'État a appuyé son avis sur le fait que quand vous faites un rendez-vous pour la vaccination, donc je ne sais pas si vous avez déjà regardé, Jean-François, mais en fait, vous ne donnez pas d'indication particulière sur vos pathologies, sur votre état de santé. Ce ne sont juste que des renseignements qui concernent le rendez-vous à proprement parler, votre nom, votre prénom, date de naissance. Donc, ce sont des renseignements qui sont extrêmement limités. Donc, ça c'est la première raison qui a poussé. Et puis, il y a la possibilité de chiffrer, je dirais,
ces flux de données. Alors évidemment, ça c'est pas une garantie parce que imaginons que pour une raison particulière, une institution juridique américaine ou le gouvernement américain impose de lui fournir les clés. Le fait que ça soit chiffré, là, si on fournit les clés, ça servira un peu à grand chose. Mais enfin, toujours est-il que Doctolib peut continuer parce que en fait, les données qu'elle utilise sont pas des données qui sont de santé jugées, vraiment. voilà, qui sont pas du tout des données de santé. Donc la portée était très limitée et donc je dirais entre parenthèses encore heureusement pour la poursuite de la vaccination en France. Très bien dit. Alors on arrive sur le dossier de la semaine et qui est un sujet qui concernera évidemment beaucoup de nos lecteurs. C'est les compétences informatiques à la mode en 2021. Alors le secteur, malgré le contexte économique et social compliqué, recrute encore. Et alors Guy, je vous pose la question, aujourd'hui, quelles sont les compétences recherchées ? Alors bon, ça surprendra personne, mais enfin c'est un peu une confirmation. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la formation. Donc on pourrait dire du e-learning, mais du e-learning sur les compétences professionnelles. Et donc qui a sorti son index 2021 avec un top 10 des compétences. Alors il y a tout un vocabulaire anglais qui est un peu fatigant, mais qu'ils utilisent. En gros, il y a les hard skills et les soft skills, donc ils se concentrent sur les hard skills. Donc ça veut dire je dirais les vraies compétences et non pas les qualités de relations sociales. Et donc en fait, ils ont sorti un top 10 pour 3 grandes catégories, les développeurs, les chefs de produits et les analystes commerciaux. Alors celui qui nous intéresse le plus, évidemment, ce sont les développeurs. Et je dirais qu'il y a, sans grande surprise, il y a 3 grandes familles. Il y a tout ce qui est langage de programmation. Alors, on retrouve Java. Java est cité en premier. Le deuxième, c'est Python. Ça, là, pareil, ça surprendra personne. Et puis le troisième, c'est les langages de programmation en général, partant sur le fait que si vous êtes spécialisé en C++, votre conversion en Java sera relativement facile. Donc il y a ce premier groupe. Il y a le deuxième groupe qui concerne tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle et au machine learning. Donc là, pareil, pas grande surprise. Et puis il y a encore des compétences de domaines un petit peu anciens, historiques, le SQL par exemple, la maîtrise du langage SQL, malgré tout ça existe encore et c'est très demandé. Les compétences autour de Linux. Pareil, donc Linux maintenant c'est dans le domaine des serveurs et même du cloud, c'est le système d'exploitation qui est quand même omniprésent. Donc ça c'est je dirais le troisième groupe des compétences historiques. Donc on a là dans le top 10 des développeurs. Et puis si on prend le cas par exemple des analystes commerciaux, on voit bien que je dirais il y a évidemment tout ce qui est lié à l'analyse de données et le premier outil de cette analyse de données, ça vous surprendra peut-être pas, c'est Excel. C'est le tableur qu'on utilise depuis si longtemps et qui est toujours extrêmement présent. Mais bien sûr, il y a toutes les générations beaucoup plus récentes d'outils qui permettent de faire de l'analyse de données. Et puis il y a aussi tout ce qui est méthode des technologies agiles. Et donc là, tout ce qui est agilité, puisque en gros les projets s'enrichissent de plus en plus de tout ce qui est méthodologie agile, une autre manière de travailler, je dirais beaucoup plus réactive. Donc je pense que ça correspond à ce qu'on peut voir régulièrement, ce qu'on peut lire comme type d'analyse, mais enfin ça confirme un peu les tendances récentes qu'on avait pu mettre en lumière. Très bien Guy, et puis pour suivre cette émission, l'événement des semaines à venir ou de la semaine à venir, c'est Open Text World Europe, évidemment virtuel, comme tous les événements en ce moment, qui fera le point sur l'actualité de cet éditeur, j'allais dire, historique.
Oui, alors effectivement, opérateur historique, enfin éditeur historique. Donc c'est à la mi-avril, 14 et 15 avril, c'est un événement européen. Le thème, il n'est pas très original, mais je pense qu'il répondra un peu aux attentes. En gros, c'est comment faire face aux bouleversements qu'on a connus en 2020. Donc vous voyez que c'est en plein dans l'actualité, et puis on pourrait rajouter 2021 puisque finalement ça continue. Et donc c'est mettre à niveau tout ce qui est compétences, expertise dans la gestion des contenus, gestion des approvisionnements, et puis la sécurité sera un point important. Donc les utilisateurs de Pentext en France pourront mettre leurs connaissances à jour à l'occasion de cet événement prochain mi-avril. Et puis Guy, on finit par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors c'est encore un coup de gueule cette semaine. Et c'est une nouvelle illustration finalement des dangers un peu de mouvement de concentration vers le cloud, puisque les services Microsoft ont connu une panne cette semaine, et qui finalement a eu pas mal d'impact sur pas mal de monde. Et donc qui montre qu'on est évidemment tout à fait maintenant, du fait de cette concentration, sensible aux difficultés de ces trois principaux fournisseurs de cloud. Alors les trois principaux, mais même des autres, puisque les événements récents nous ont montré aussi que parfois c'est des choses un peu plus graves. Là, en l'occurrence, effectivement, comme vous le disiez, c'est quasiment tous les services proposés par Microsoft qui sont tombés en rade, si je puis dire, de manière un peu triviale. Mais finalement, c'est pas les services eux-mêmes. En fait, c'est le service d'identification qui a créé cette panne géante et généralisée. Donc c'est le fameux, on en a déjà parlé, voilà, c'est le Azure Active Directory, donc la version Active Directory sur le cloud, qui a posé problème, et donc et c'est à l'occasion d'une modification qu'a faite Microsoft, et au fur et à mesure que cette modification s'implémentait un peu partout dans les différentes régions du monde, ça renforçait le problème. Donc il a fallu 2 heures pour identifier le problème, et puis après revenir en arrière, donc ça a pris 1 heure, donc c'est quand même plusieurs heures pendant lesquelles tous ces services, commencer par Teams, par exemple, Microsoft 365 et bien d'autres, étaient inaccessibles. Donc la dernière fois, c'était en septembre, c'est pas si vieux, ça arrive pas trop souvent, heureusement, mais enfin, on voit bien que même dans le cloud... d'Active Directory, il me semble. Exactement. Et la panne de Google, dont tout le monde a parlé, c'était aussi un problème de gestion des identités. Donc ça montre bien quand même que ces histoires d'annuaires, c'est quand même un point sensible pour ces opérateurs cloud. Très bien. Écoutez, Guy, je propose qu'on conclue cette actualité de la semaine sur ce dernier échange. Et puis, je vous souhaite évidemment à vous comme à nos lecteurs une très très belle semaine. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci de votre attention.